Et si je te disais qu'il existe une loi si puissante qu'elle peut transformer ton corps, ton esprit et même ta façon d'affronter les problèmes, mais que 99% des gens l'ignorent complètement? Ce qu'il y a de plus curieux, c'est qu'elle n'a rien à voir avec s'entraîner plus d'heures, souffrir à la salle de sport ou suivre la dernière mode fitness d'Internet. En fait, pendant que beaucoup cherchent des solutions miracles, ils passent à côté d'un principe aussi simple qu'efficace. Et c'est là que la philosophie stoïcienne a beaucoup à t'apprendre, parce que le vrai changement ne naît pas de la motivation, mais de quelque chose de bien plus profond et durable. Reste jusqu'à la fin, parce que quand tu comprendras cette loi et que tu découvriras comment l'appliquer dans ta vie quotidienne, tu verras l'exercice physique d'une façon que personne ne t'avait probablement jamais expliquée. Vous avez peut-être appris à gagner de l'argent, mais avez-vous appris à le conserver, à le faire croître et à rester maître de vous-même lorsque tout vacille? Dans mon livre « L'imperturbable », la voie stoïcienne vers une richesse qui dure, je révèle les principes intemporels qui permettent de bâtir une véritable prospérité. Une prospérité qui ne dépend pas de la chance. Une prospérité qui ne s'effondre pas au premier obstacle. Une prospérité fondée sur la discipline, la clarté mentale, la résilience et la maîtrise de soi. Vous découvrirez comment penser comme les hommes les plus solides de l'histoire, comment prendre de meilleures décisions financières, éviter les pièges émotionnels qui ruinent tant de personnes et développer l'état d'esprit nécessaire pour réussir sur le long terme. Car la plupart des gens cherchent des raccourcis. Les gagnants construisent des fondations. Maintenant, dites-moi en commentaire, quelle est selon vous la plus grande richesse? L'argent, le temps ou la paix intérieure? Je lirai vos réponses. Et si vous êtes prêt à développer une force intérieure que personne ne pourra vous enlever, le lien vers le livre se trouve dans le premier commentaire épinglé. Ne poursuivez pas seulement le succès, devenez imperturbable. Chapitre 1. Le secret qui change tout. Il y a quelque chose que personne ne t'a dit quand tu as commencé à t'entraîner, quelque chose que si on te l'avait expliqué dès le départ, tu aurais fait les choses très différemment. Ce n'est pas une astuce, ce n'est pas une pilule magique, ce n'est pas cette application qui te promet de te transformer en 8 semaines et qu'on installe sur le téléphone avec plus de foi que de jugement. C'est quelque chose de beaucoup plus simple et en même temps beaucoup plus puissant que tout ça. Ton corps répond toujours. Toujours. Ça peut sonner comme une phrase d'affiche de salle de sport, tu sais, celle avec une photo en noir et blanc de quelqu'un qui sue avec une tête de héros épique, pendant que la musique de fond te donne envie de courir un marathon là, maintenant. Mais attends, on ne parle pas de motivation bon marché, on parle de biologie pure et dure. Chaque fois que tu bouges, chaque fois que tu soulèves quelque chose, chaque fois que tu marches un peu plus vite que d'habitude, ton corps enregistre ce stimulus, le note, le conserve, et même si tu ne le vois pas, même si la balance ne bouge pas d'un gramme, et même si le miroir ne te dit rien de différent cette semaine, quelque chose est déjà en train d'arriver à l'intérieur. Le processus a déjà commencé. Et c'est là que la plupart des gens se perdent, parce qu'on vit dans un monde de réponses immédiates. Tu envoies un message et tu attends une réponse en 30 secondes. Tu passes une commande et elle arrive le lendemain. Tu cherches une réponse et Google te la donne avant que tu aies fini d'écrire la question. Ce monde a reconfiguré notre patience à des niveaux historiquement bas. Et quand cette impatience se transpose à l'exercice physique, les résultats sont désastreux. Tu t'attends à voir des changements en 1 semaine. Au bout de 2 semaines, tu doutes déjà. Au bout d'1 mois, si rien n'est visible, tu abandonnes et tu te convaincs que ça ne marche pas pour toi. Mais si, ça marche, c'est juste que tu ne l'as pas encore vu. Les stoïciens avaient une idée très claire là-dessus. Épictète disait que ce ne sont pas les faits qui nous perturbent, mais notre interprétation de ceux-ci. Et appliqué à l'exercice, c'est exactement pareil. Tu regardes le miroir et tu ne vois pas de changement. Tu interprètes ça comme un échec et tu abandonnes. Mais le corps, ce mécanisme incroyable et silencieux que tu portes avec toi 24 heures sur 24, lui n'a pas abandonné. Il a travaillé en silence, posant des briques que tu ne peux pas encore voir. Pense à un arbre. Quand tu le plantes, les premiers mois, il ne se passe rien d'apparent. La terre semble identique, le jardin semble identique. Mais en dessous, les racines grandissent, s'étendent, cherchent l'eau et les nutriments, s'ancrent pour soutenir l'arbre qui viendra. Si tu soulevais cette terre 15 jours après l'avoir plantée et ne voyais rien, est-ce que tu l'arracherais? Probablement pas. Pourquoi? Parce que tu sais que la nature fonctionne à son rythme. Alors pourquoi le fais-tu avec ton corps? Les résultats commencent bien avant d'être visibles.
Ce n'est pas une belle phrase pour remplir une vidéo. C'est un fait prouvé par la science. Le métabolisme s'active. Les cellules musculaires reçoivent le signal. Le système nerveux améliore sa communication avec les muscles. La sensibilité à l'insuline s'améliore. La densité capillaire dans les muscles augmente. Tout ça se passe en silence, sans applaudissements, sans like, sans que personne ne le remarque. Mais ça se passe, et ça se passe dès le premier jour. Et voilà le vrai secret qui change tout. Comprendre cette loi te libère. Tu n'as plus besoin de voir des résultats immédiats pour savoir que tu avances. Tu n'as plus besoin de la récompense visuelle de chaque semaine pour continuer. Tu sais que le processus est déjà en marche, que l'investissement que tu fais aujourd'hui aura des rendements, même si ce n'est pas aujourd'hui que tu les verras. Et ça, crois-moi, change ta façon de t'entraîner pour toujours. Comprendre ça ne te rendra pas plus fort du jour au lendemain, mais ça te rendra plus constant. Et la constance, comme tu vas le découvrir tout au long de ce contenu, c'est ce qui fait vraiment bouger les choses. C'est la différence entre la personne qui sera encore là dans 1 an à parler de ses progrès et celle qui dans 3 mois sera revenue au point de départ en se demandant ce qui a mal tourné. L'arbre qui donne le plus d'ombre est celui que personne n'a vu grandir. Chapitre 2. L'erreur des 99%. Soyons honnêtes. Tu l'as fait. Je l'ai fait. Pratiquement tout le monde qui a un jour décidé de se mettre en forme l'a fait. Janvier arrive, ou un lundi, ou le lendemain d'un repas copieux pendant lequel tu t'es promis à toi-même que ça ne se reproduirait plus. Et tu démarres à fond, avec une énergie qui fait presque peur. 5 jours par semaine à la salle, régime strict, sans glucides, sans sucre, sans sortie, levé à 6 heures du matin comme si c'était la chose la plus normale du monde. 2 semaines après, ou 3 si tu es du genre résistant, tout est parti à volo et tu es revenu au point de départ en te demandant ce qui a foiré. Ce qui a foiré, ce n'est pas ta volonté. Ce qui a foiré, c'est la stratégie. La majorité des gens cherchent des résultats rapides, et dans le monde de l'exercice physique, c'est exactement ce qui garantit l'échec. Non pas parce que les résultats rapides n'existent pas du tout, mais parce que leur recherche obsessionnelle t'amène à prendre des décisions qui ne sont pas tenables. Elle t'amène à un rythme que ton corps ne peut pas maintenir, à une restriction que ton esprit rejette, et à un niveau d'exigence qui tôt ou tard se brise. Et quand ça se brise, tu ne t'arrêtes pas seulement, tu te sens en plus coupable. Et cette culpabilité devient l'excuse parfaite pour ne pas recommencer. Il y a quelque chose qu'on ne t'a pas dit sur la motivation initiale. Cette euphorie du premier jour, cette énergie de celui qui commence à conquérir le monde, est réelle, mais elle a une date de péremption. Les chercheurs appellent ça la phase de lune de miel. Elle dure entre 2 et 4 semaines. Et quand elle se termine, si tu n'as pas construit quelque chose de plus solide, derrière elle, tu te retrouves sans carburant. La philosophie stoïcienne a quelque chose de très clair à dire là-dessus. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations qu'il ne faut pas agir comme si on avait des milliers d'années devant soi, mais pas non plus avec la précipitation de celui qui croit devoir tout faire tout de suite. Il faut agir avec urgence, oui, mais aussi avec bon sens. S'entraîner sans stratégie, ce n'est pas de l'urgence. C'est de l'impulsivité déguisée en détermination. Et l'impulsivité, tôt ou tard, présente toujours la facture. Et l'impatience, parlons de l'impatience parce que c'est le vrai destructeur silencieux des progrès. Pas la paresse, pas le manque d'effort. L'impatience, vouloir être en forme le mardi quand on a commencé le lundi. Se peser chaque matin comme si la balance allait annoncer une nouvelle différente. Après 48 heures d'entraînement, se comparer à quelqu'un qui construit son corps depuis 3 ans, quand toi t'en es à 3 semaines. S'entraîner sans stratégie génère de la frustration, et la frustration, tu le sais bien, est l'une des émotions qui t'amène le plus vite à abandonner. Parce que quand tu te frustres, tu ne t'arrêtes pas seulement de faire quelque chose. Tu te racontes aussi une histoire. Ce n'est pas fait pour moi. Je n'ai pas le bon corps. Mon métabolisme ne fonctionne pas bien. Je n'ai pas le temps. Et cette histoire, une fois installée, est très difficile à déloger. Tu la portes avec toi à la tentative suivante et à celle d'après, et à chaque échec, elle se renforce un peu plus. Le vrai changement demande du temps. Et ça, dans une société qui te promet des abdos en 4 semaines, qui te vend le corps de l'été au printemps et te fait croire que si tu ne vois pas de résultats en 1 mois, c'est que quelque chose va mal. Ça sonne comme une excuse, mais ce n'en est pas une. C'est la réalité du corps humain, qui évolue depuis des milliers d'années à son propre rythme.
et qui ne va pas accélérer ce rythme parce que tu es pressé ou parce que tu as trouvé la méthode définitive sur Instagram. La bonne nouvelle, et il y en a une, c'est que tu n'as pas besoin d'être parfait, ni de tout faire en même temps, ni de transformer ta vie d'un coup, ni de souffrir énormément pour y arriver. Ce dont tu as besoin, c'est de commencer intelligemment, d'avancer progressivement et d'avoir la patience de laisser le processus faire son travail. Le long chemin bien parcouru arrive toujours plus loin que le chemin court mal emprunté. Chapitre 3. La règle du progrès. Imagine que chaque jour, tu essayes de soulever exactement le même poids, de marcher exactement la même distance, de faire exactement les mêmes exercices avec la même intensité et la même durée, semaine après semaine, mois après mois, sans rien changer. Que se passe-t-il selon toi? Au début, tu progresseras parce que le corps ne connaissait pas cet effort et a beaucoup à apprendre. Mais il arrive un moment où le progrès s'arrête et ce moment arrive plus tôt que tu ne le crois. Ce qui se produit quand on fait toujours la même chose s'appelle la stagnation. Et la stagnation n'est pas juste de l'ennui, bien que ce le soit aussi. La stagnation, c'est que ton corps, cet organisme incroyablement intelligent dont on parlait, apprend à faire ce qu'on lui demande avec de moins en moins d'efforts. Il devient plus efficace, a besoin de moins d'énergie pour faire la même chose. Et en termes d'amélioration continue, quand le corps n'a plus à fournir d'efforts, il cesse de s'adapter. Et quand il cesse de s'adapter, il cesse de progresser. Le corps a besoin de nouveaux défis pour s'améliorer. C'est la règle du progrès, que les physiologistes du sport appellent le principe de surcharge progressive. Pas besoin de termes techniques pour la comprendre. Pense à un étudiant qui révise toujours le même livre. Au 3e ou 4e passage, il le connaît par cœur. Son cerveau ne travaille plus aussi dur. Il a besoin d'un nouveau livre, d'un niveau plus difficile, d'un défi qu'il ne maîtrise pas encore. Ton corps fonctionne exactement pareil. Les stoïciens comprenaient la valeur de se défier continuellement soi-même. Sénèque disait qu'on doit s'exiger plus qu'on ne croit pouvoir donner, mais de façon réfléchie, pas téméraire. Et c'est exactement ce que signifie la progression intelligente. Pas plus d'efforts n'importe comment, mais plus d'efforts avec la tête, avec une direction, avec un objectif clair. Et comment ça s'applique dans la pratique quotidienne? De la façon la plus simple du monde. Un peu plus à chaque fois. 1 minute de course de plus cette semaine que la semaine dernière. 1 kilo de plus dans l'exercice quand tu le fais bien. Une répétition supplémentaire quand l'effort n'est plus un défi. Une séance de plus dans le mois quand le corps est prêt. Les petites augmentations génèrent de grands changements. Ce n'est pas une phrase inspirationnelle vide qui sonne bien sans rien dire. C'est le principe physique qui explique pourquoi les athlètes d'élite ne sont pas arrivés là où ils sont d'un coup, ni par magie. Ils y sont arrivés en accumulant de petites améliorations pendant des années, parfois des décennies. Et voilà la partie que la plupart ratent, celle qui va à l'encontre de tout ce qu'on nous a vendu ces dernières années. La progression intelligente surpasse toujours l'effort excessif. La culture du no pain no gain, du écrase-toi sans pitié, du donne 100% à chaque séance, a sa part de vérité, mais poussée à l'extrême, elle produit le contraire de ce que tu cherches. Des blessures qui te mettent hors jeu des semaines ou des mois, un épuisement chronique qui fait baisser les performances au lieu de les faire monter, une démotivation profonde quand l'effort énorme ne produit pas les résultats attendus. Le corps ne devient pas plus fort quand tu le masses sans critères, il devient plus fort quand tu le défies de façon progressive et que tu lui donnes ensuite le temps nécessaire pour s'adapter. La différence entre celui qui progresse constamment et celui qui stagne ou revient au point de départ n'est généralement pas le talent ni le nombre d'heures passées à la salle. C'est l'intelligence avec laquelle il gère le processus. La personne qui s'entraîne depuis 2 ans et continue de progresser n'est pas un super-héros à la génétique privilégiée. C'est quelqu'un qui a appris à faire un pas de plus chaque semaine. Pas 2, pas 10, 1. Et ce 1, multiplié par 52 semaines par an, finit par représenter une distance énorme. Aucun sommet n'est conquis d'un bond, seulement des marches posées patiemment les unes sur les autres. Chapitre 4. Plus d'habitude, moins d'excuses. Combien de fois t'es-tu senti complètement motivé pour t'entraîner? Ces matins exceptionnels où tu te lèves avec une énergie débordante, tu enfiles ta tenue de sport presque en dansant et tu sens que tu pourrais escalader une montagne avant le petit déjeuner. Ce sont des jours fantastiques. Le problème, c'est que ces jours n'arrivent pas tout seuls et ils n'arrivent pas tous les jours.
Et puis il y a les autres jours, les jours gris, les jours de travail épuisant, de stress accumulé, de froid qui s'insinue dans les os, de pluie qui invite à rester sous la couette, de cette fatigue diffuse dont tu ne sais pas exactement d'où elle vient, mais qui est là, aussi présente que le canapé. Que se passe-t-il ces jours-là quand la motivation disparaît? Si ton entraînement dépend de la motivation, ton entraînement disparaît aussi. La motivation va et vient, elle l'a toujours fait et le fera toujours. Attendre de se sentir motivé pour faire de l'exercice, c'est aussi sensé qu'attendre d'avoir faim avant d'aller au supermarché. Ça peut fonctionner un jour, mais ce n'est pas un système. Ce n'est pas quelque chose sur lequel tu peux te reposer pour construire des résultats à long terme. Les habitudes, en revanche, n'ont pas besoin que tu te sentes bien pour s'activer. Une habitude est une action que tu as répétée tellement de fois et avec une telle régularité qu'elle ne requiert plus une grande décision consciente à chaque fois. Elle se déclenche presque automatiquement, comme le pilote automatique d'un avion, comme te laver les dents, mettre ta ceinture en voiture, préparer ton café le matin. Il n'y a pas de jour où tu te lèves en te demandant profondément « Est-ce que je me lave les dents aujourd'hui ou pas ?» Tu le fais, c'est tout, pas de débat. Les stoïciens pratiquaient ce qu'ils appelaient la discipline de l'action. Ils n'attendaient pas le moment parfait, les conditions idéales, le jour où tout s'alignait. Ils agissaient selon leurs principes, indépendamment de comment ils se sentaient ce jour-là. Marc Aurèle, qui était empereur de Rome et qui aurait pu se lever n'importe quel matin en disant qu'il avait des choses plus importantes à faire, a laissé écrite la phrase la plus honnête et la plus utile à ce sujet: « Lève-toi, fais ce que tu as à faire », sans avoir besoin de se sentir inspiré, sans attendre l'étincelle de la motivation. Tu agis, c'est tout. Les meilleurs résultats naissent de la répétition quotidienne, pas des séances épiques et historiques que tu fais une fois par mois quand tu es à 100% de ton énergie et que tout s'aligne en ta faveur. Ils naissent des séances ordinaires, celles des mardis ennuyeux, des jeudis sans envie, des vendredis où la dernière chose que tu veux, c'est bouger, et où pourtant, tu le fais parce que c'est ce qui est prévu. Ces séances-là, que personne ne célèbre, qu'on ne met pas en story parce qu'elles ne semblent pas assez héroïques, ce sont elles qui font la vraie différence entre le progrès et la stagnation. La discipline simplifie le chemin vers tes objectifs d'une façon que très peu de gens comprennent avant de l'avoir expérimenté. Quand tu as une habitude installée, disparaît complètement l'usure mentale de décider si tu t'entraînes ou non. Quand tu le fais, combien de temps tu consacres? Plus de débats intérieurs, plus de négociations avec cette version paresseuse de toi-même qui a toujours un argument brillant pour rester sur le canapé. La décision est prise à l'avance. Et sans cette friction mentale, l'énergie que tu dépensais te convaincre, tu l'utilises maintenant à t'entraîner. Et la constance bat la perfection. Toujours. Sans exception. Une personne qui s'entraîne 4 jours par semaine, sans jamais manquer, ou presque, de façon modérée et soutenue, obtiendra de meilleurs résultats en 6 mois que quelqu'un qui s'entraîne 10 jours d'affilée à intensité maximale, se crame, a besoin de 3 semaines de repos, revient avec une énergie renouvelée, se recrame et vit ainsi dans une boucle permanente de 0 à 100 et de 100 à 0. Construire l'habitude prend du temps. Il faut le dire avec honnêteté. Les études parlent de 2 à 8 mois pour qu'un comportement s'automatise vraiment, selon la personne, le comportement et les circonstances. Mais une fois qu'elle est installée, cette habitude travaille pour toi, même quand tu n'y prêtes pas attention, même quand ta motivation est au plus bas, même quand tout semble conspirer pour que tu n'y ailles pas. Parce que ce n'est plus une décision, c'est simplement ce que tu fais. La discipline n'est pas une chaîne qui t'attache, c'est la clé qui te libère de tes propres excuses. Chapitre 5. Grandir sans s'entraîner. Voilà la partie qui est la plus difficile à comprendre et à accepter pour les personnes engagées. Cette personne qui prend l'exercice au sérieux, qui ne manque pas un jour, qui donne le maximum à chaque séance, qui mange bien et soigne les détails. Cette personne, paradoxalement, peut être en train de saboter ses propres résultats sans le savoir. Ton corps ne s'améliore pas pendant que tu t'entraînes. Il s'améliore pendant que tu te reposes. Ce n'est pas une excuse pour ne pas bouger. C'est de la biologie pure. Quand tu t'entraînes, ce que tu fais en réalité, c'est soumettre tes tissus à un stress contrôlé et délibéré. Tu crées de petites ruptures dans les fibres musculaires, tu épuises les réserves de glycogène, tu génères une inflammation localisée, tu produis des déchets métaboliques. Et tout ça, même si ça sonne terrible, est nécessaire et bon.
parce que c'est exactement le signal qui dit au corps qu'il doit s'adapter, se reconstruire un peu plus fort pour faire face à ce niveau d'effort la prochaine fois. Mais cette adaptation, cette vraie croissance, se produit pendant la récupération, pas pendant l'effort. Pendant l'effort, tu envoies seulement le message. Le corps traite ce message et agit en conséquence quand tu te reposes. Si tu ne lui donnes pas ce temps de traitement, si tu recommences à t'entraîner avant que le processus de récupération soit terminé, tu interromps le travail à mi-chemin. La philosophie stoïcienne ne voyait pas le repos comme de la faiblesse ou de la paresse, elle le voyait comme la partie nécessaire du cycle, comme la nuit qui a besoin du jour pour avoir un sens complet. Aucun stoïcien ne confondait l'épuisement avec la vertu. La vertu résidait dans l'équilibre, dans la modération intelligente, dans la sagesse pratique de savoir quand avancer avec force et quand faire une pause pour consolider. Bien dormir accélère la récupération d'une façon qu'aucun supplément, aussi cher soit-il, ne peut reproduire. Pendant le sommeil profond, plus précisément pendant les phases de sommeil à ondes lentes, l'organisme libère de l'hormone de croissance en grande quantité. Il répare les tissus endommagés par l'entraînement, consolide les schémas de mouvement pratiqués pendant la séance, restaure les niveaux hormonaux, élimine les déchets métaboliques accumulés. Tout ce travail se fait en pleine nuit, en silence, pendant que tu n'es conscient de rien, tout ça gratuitement, sans rien payer de plus, juste en dormant les heures dont le corps a besoin. Et pourtant, il y a des gens qui dorment 5 heures, s'entraînent avec une intensité brutale, mangent parfaitement, investissent dans les meilleurs suppléments du marché et se demandent sincèrement pourquoi ils ne progressent pas comme attendu. Le maillon cassé est dans le repos, il a toujours été là, bien visible, mais personne ne veut voir ce qui ne coûte pas d'argent. S'entraîner trop peut jouer contre toi. Le surentraînement a des symptômes très concrets et reconnaissables. Fatigue persistante, qui ne s'améliore pas même après des jours de repos. Dégradation des performances, malgré plus d'efforts et de temps investis. Irritabilité inexplicable, problème pour s'endormir ou rester endormi. Plus grande susceptibilité au rhume et autres infections. Perte de motivation qui arrive soudainement sans raison apparente. Ton corps te parle avec des signaux clairs. Et ce qu'il te dit, c'est « Arrête, écoute-moi », se récupérer fait aussi partie du succès. Ce n'est pas le chapitre ennuyeux du livre que tout le monde saute. C'est l'un des chapitres principaux, aussi important que l'entraînement lui-même. Un athlète qui sait quand et comment se reposer est plus intelligent que celui qui ne le sait pas. Et à long terme, cet athlète intelligent et équilibré gagne toujours sur celui qui se brise en courant à toute vitesse sans regarder où il va. Pense à la différence entre une bougie allumée par les deux bouts et une bougie allumée par un seul. Toutes les deux donnent de la lumière, toutes les deux éclairent, mais l'une dure exactement la moitié de l'autre et quand elle s'éteint, elle le fait d'un coup et au pire moment. L'arbre qui ne se repose pas en hiver ne fleurit pas au printemps. Chapitre 6. Ton esprit commande. 2 personnes avec le même corps, le même point de départ physique, le même temps disponible chaque semaine, le même accès à une salle de sport, le même plan d'entraînement. L'une progresse de façon constante et visible. L'autre, non. Qu'est-ce qui les différencie? La tête. Ce n'est pas une blague facile ni une métaphore confortable. Ce n'est pas une façon de dire qu'il faut penser positif, de ce mode superficiel et vide qu'on utilise parfois pour tout expliquer sans rien expliquer. C'est l'une des réalités les mieux documentées et les plus consistantes en psychologie du sport et de la performance humaine. L'attitude influence directement la performance physique de façon mesurable et concrète, au point que les athlètes d'élite des grandes disciplines mondiales investissent autant de temps et de ressources dans l'entraînement mental que dans l'entraînement physique. Sans l'esprit bien entraîné et aligné, le corps, aussi bien préparé soit-il, ne donne pas tout ce qu'il peut donner. Les pensées affectent ton énergie et ton engagement de façon qui semble parfois exagérée, jusqu'à ce que tu les expérimentes. Quand tu te dis « c'est trop dur pour moi », ton cerveau l'entend et commence à chercher activement des preuves qui confirment cette croyance. Quand tu arrives à l'entraînement en pensant « je n'arriverai jamais à ce que je me suis fixé », cette croyance agit comme un frein invisible qui limite ce que ton corps peut faire. Pas comme une idée abstraite, mais comme une réalité physiologique. Ça affecte la perception de l'effort, les niveaux de cortisol, la réponse du système nerveux. Et à l'inverse, quand tu arrives avec la mentalité que tu progresses,
que chaque séance est un dépôt sur un compte qui grandit même si ça ne se voit pas aujourd'hui, que le processus a du sens même si tu n'as battu aucun record personnel aujourd'hui. Ta performance s'améliore de façon réelle et objective. Ton seuil de tolérance à l'effort monte. Ta capacité à continuer quand l'inconfort apparaît augmente. Pas de façon magique ni mystique, de façon physiologique et documentée. Les stoïciens étaient, en un sens, les précurseurs de toute cette psychologie de la performance. La philosophie stoïcienne tournait autour d'une idée centrale qui change tout. Tu ne peux pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur de toi, mais tu peux contrôler comment tu l'interprètes et comment tu y réponds. Appliqué à l'exercice, tu ne peux pas contrôler que la séance soit dure, que le poids soit lourd, que l'entraînement soit inconfortable ou ennuyeux ou épuisant. Mais tu peux contrôler ce que tu penses de cet inconfort. Tu peux le voir comme un signe que quelque chose va mal, ou comme un signe que le processus fonctionne, comme la preuve que tu es sur le bon chemin. Et selon comment tu le vois, ta réponse physique et émotionnelle sera complètement différente. Un esprit fort aide à surmonter les obstacles. Et les obstacles dans l'exercice physique sont constants, inévitables, et ne font pas de discrimination. Les courbatures qui apparaissent 3 jours après une séance intense. Le plateau de résultats qui arrive quand tu t'entraînes depuis 2 ou 3 mois, et le progrès semble s'être arrêté. La blessure mineure qui t'oblige à tout arrêter et tout reconsidérer. Le jour où tu es épuisé, découragé et ne veux pas sortir de chez toi. Le moment où tu compares ton progrès à celui d'une autre personne et le tien semble insignifiant. Tous ces moments requièrent quelque chose de plus que des jambes fortes et de la résistance cardiovasculaire. Ils requièrent un esprit qui sait gérer l'inconfort, la frustration et le doute sans se rendre. Le succès physique commence dans la tête. Ça ne veut pas dire que tu peux te visualiser athlétique en mangeant sur le canapé et attendre que quelque chose change. Ça veut dire que la bonne pensée, combinée à la bonne action soutenue dans le temps, produit des résultats que la pensée négative et limitante, quelle que soit l'action physique derrière, n'atteindra jamais complètement. Ton corps peut presque tout supporter. C'est ton esprit que tu as besoin de convaincre. Chapitre 7. Le pouvoir du petit. Soyons honnêtes une fois de plus. Quand quelqu'un dit qu'il n'a pas le temps de faire de l'exercice, dans la plupart des cas, il ne ment pas délibérément. Il mesure le temps de façon incorrecte, ou, ce qui est tout aussi limitant, il compare ce qu'il peut faire à ce qu'il croit devoir faire pour que ça vaille la peine. Parce que dans la tête de beaucoup de gens, faire de l'exercice a un format fixe et obligatoire. Préparer le sac de sport à l'avance, se déplacer à la salle, s'échauffer correctement, s'entraîner entre 45 minutes et 1 heure, se doucher, rentrer chez soi ou au travail. Et bien sûr, si c'est comme ça que tu conçois l'exercice, et si tu as une vraie vie avec un travail, une famille, des engagements, des imprévus et des responsabilités qui n'attendent pas, le temps peut être un obstacle genuinement difficile. Mais il y a une autre façon de voir les choses, une façon qui change tout le raisonnement. Les petites actions génèrent de grands résultats. Ce n'est pas de l'optimisme naïf, ni un conseil de développement personnel superficiel. C'est des mathématiques simples, appliquées au corps humain. 10 minutes quotidiennes de vrais mouvements, d'exercice qui fait monter le pouls, qui active les muscles, qui fait vraiment travailler le corps, c'est 70 minutes par semaine, 300 minutes par mois, près de 60 heures d'exercice cumulés par an. 300 minutes d'exercice par mois te semblent insuffisantes? Compare ça à 0 minutes. C'est ce que fait la majorité qui attend d'avoir le temps idéal avant de commencer. Les stoïciens avaient quelque chose de très puissant à dire sur l'action quotidienne, sur la valeur de ce qu'on fait quand il n'y a pas de spectateurs. Pour eux, la vertu ne résidait pas dans le geste grandiose et occasionnel. Elle résidait dans la constance du quotidien, dans ce que tu fais quand personne ne regarde, quand il n'y a ni applaudissements ni reconnaissance externe, quand le résultat n'est ni visible ni immédiat. La grandeur se construisait dans les petits moments, pas dans les grands. Pense à un robinet qui goûte. Une goutte par seconde semble absolument rien, minuscule, insignifiant. Mais en une journée, ce sont 86 400 gouttes. En un mois, plus de 2,5 millions de gouttes. En un an, une quantité d'eau qui remplirait de nombreuses baignoires. C'est ce que fait le petit exercice constant avec ton corps. Il goutte dessus chaque jour, silencieusement, jusqu'au jour dont tu ne te rappelles même pas exactement quand c'était ou quelque chose a changé pour toujours et de façon profonde. La somme des efforts crée des transformations incroyables. Ce qui importe,
Ce n'est pas la magnitude spectaculaire de chaque séance individuelle. Ce qui importe, ce qui détermine vraiment les résultats à long terme, c'est qu'il n'y ait pas trop de jours blancs. Un jour sans s'entraîner est acceptable et parfois nécessaire. 2 jours, ça va. 3 commencent à interrompre le rythme. Une semaine entière sans bouger, c'est presque comme repartir de zéro pour ce qui est de l'habitude. 10 minutes par jour peuvent changer ta vie, non pas parce que 10 minutes est le temps idéal, ni le maximum qu'on puisse aspirer à faire, mais parce que 10 minutes qui deviennent une vraie habitude soutenue finissent par devenir 15 sans qu'on s'en aperçoive, puis 20, puis une demi-heure. Le corps, une fois qu'il commence à noter les bénéfices du mouvement, commence à les réclamer. Le problème n'est pas le temps. Le problème est d'arriver à ce point d'élan positif, et la porte d'entrée vers ce point, ce sont ces 10 minutes qui ne constituent une excuse sérieuse pour personne. Le temps transforme le petit en extraordinaire. C'est ce que 99% des gens ignorent. Il ne faut pas commencer avec tout. Il ne faut pas le programme parfait, l'équipement parfait, le moment parfait. Commencer avec peu, vraiment, sans s'arrêter, mène beaucoup plus loin que commencer avec tout, et abandonner au bout de 3 semaines parce que le rythme n'était pas tenable. Ce que tu fais chaque jour compte plus que ce que tu fais de temps en temps. Chapitre 8. Ton corps apprend toujours. S'il y avait un seul mot pour décrire le corps humain, en lien avec l'exercice, le plus honnête et le plus précis serait adaptable. Il n'existe pas de machine dans le monde, aussi sophistiquée soit-elle, qui s'adapte à ces conditions d'utilisation de la façon dont est fait l'organisme humain. Les machines s'usent avec l'usage. Le corps bien géré se renforce. L'organisme s'adapte à tout ce que tu fais. Tout, pas seulement les muscles, c'est pourtant la première chose à laquelle on pense quand on parle d'exercice. Le cœur devient plus efficace, pompant le même volume de sang avec moins de battements par minute. Les poumons améliorent leur capacité d'échange de gaz, permettant une meilleure endurance aérobie. Les os deviennent plus denses en réponse à l'impact et à la charge mécanique. Les tendons et ligaments augmentent leur résistance. Le système nerveux apprend à mieux coordonner les schémas de mouvement, à recruter les bonnes fibres musculaires au bon moment. Le cerveau développe de nouvelles connexions neurales. Tout le système biologique apprend, se réorganise, s'optimise. Chaque séance envoie un message au corps. Ce message dit de façon biologique, sans mots, « Voilà ce dont j'ai besoin de toi, voilà le niveau auquel je vais te demander de fonctionner. » Et le corps, toujours prêt à s'adapter pour mieux survivre et fonctionner plus efficacement dans son environnement, répond en conséquence. Pas du jour au lendemain, pas nécessairement d'une semaine à l'autre. Mais il répond. Il répond toujours. Les stoïciens auraient parfaitement compris cette idée depuis leur propre perspective. Le concept stoïcien de la capacité humaine à se modeler à travers la pratique, à devenir ce qu'on exerce avec constance, a son équivalent biologique exact dans l'adaptation. Le corps ne se plaint pas de ce qu'on lui exige et ne cherche pas de raccourcis. Il fonctionne, s'adapte, s'améliore avec chaque stimulus reçu et chaque période de récupération accordée. Il est toujours en processus, toujours en mouvement, même si toi tu ne le remarques pas. Muscles, cœur et cerveau évoluent avec l'exercice. Et c'est particulièrement important à mesure qu'on avance en âge, quelque chose qui commence à se remarquer à partir de 30 ans de façon qui n'était pas visible avant. L'exercice régulier ne maintient pas seulement le corps dans un état fonctionnel acceptable, il le recalibre activement. Il améliore la neuroplasticité, c'est-à-dire la capacité du cerveau à créer de nouvelles connexions et à se réorganiser en réponse à l'expérience. Il réduit l'inflammation systémique de bas grade, qui est derrière beaucoup des maladies chroniques les plus communes de notre époque. Il régule l'humeur au quotidien, à travers la libération d'endorphines, de dopamine, de sérotonine et d'autres molécules qui font fonctionner le cerveau mieux et se sentir mieux. Et tout ça, encore une fois, sans coût supplémentaire au-delà du mouvement. Comprendre l'adaptation accélère les résultats de façon très concrète. Parce que quand tu comprends que ton corps apprend toujours de ce qu'on lui demande, tu traites chaque séance avec un respect différent. Plus comme une dépense d'énergie, pas comme un sacrifice à faire, mais comme un investissement actif. Tu envoies un message, et selon la cohérence et l'intelligence de ce message dans le temps, le corps répondra à la hauteur de ce que tu as demandé. Il y a des gens qui font exactement la même chose depuis des années, et s'étonnent de ne pas progresser. Le corps a déjà appris ce qu'il avait à apprendre de ce stimulus. Il a besoin d'un nouveau message, différent, d'un défi qu'il ne connaît pas encore et qui l'oblige à s'adapter de nouveau.
Et il y a des gens qui, après être restés complètement inactifs pendant des années, commencent à bouger régulièrement pour la première fois. Et en quelques semaines, ils remarquent des changements importants dans leur énergie, leur humeur, leur force, leur endurance. Parce que le corps avait tellement à apprendre et tellement de potentiel d'amélioration accumulé qu'il répond avec enthousiasme biologique aux premiers stimuli. L'adaptation est ton allié la plus puissante, mais seulement si tu la comprends, la respectes et la fais travailler en ta faveur avec discernement. Le corps n'oublie pas ce que tu lui apprends. Il attend juste que tu lui en apprennes davantage. Chapitre 9. Fais que ça marche pour toi. Il y a une différence énorme, abyssale, entre savoir ce qu'il faut faire et avoir un vrai système pour le faire de façon consistante. Et cette différence est celle qui sépare ceux qui obtiennent des résultats durables de ceux qui attendent encore le lundi parfait pour commencer, ou le moment où la vie se réorganisera d'elle-même et où ce temps libre qui n'arrive jamais apparaîtra enfin. Avoir un plan augmente les chances de succès de façon statistiquement significative. Ce n'est pas une opinion ni une intuition, c'est documenté dans de nombreuses études sur la psychologie du comportement et l'adhésion à l'exercice. Quand tu as défini clairement quoi tu vas faire, quand tu vas le faire, où et pendant combien de temps, l'adhésion s'améliore de façon significative et mesurable. Non pas parce que tu es soudainement une personne différente, mais parce que tu as éliminé la friction quotidienne de la prise de décision. Et cette friction, même si elle est petite à chaque moment individuel, accumulée sur des semaines et des mois, est énorme. Sans plan, chaque jour tu dois décider quel exercice faire aujourd'hui, combien de temps tu as, s'il faut plus de cardio ou de force, si tu es trop fatigué pour faire quelque chose d'intense, si tu sors ou si tu attends d'avoir plus d'énergie demain. Cette charge mentale quotidienne de décision est épuisante et elle dépense exactement l'énergie dont tu aurais besoin pour t'entraîner. Avec un plan, tout ça est déjà résolu à l'avance. Tu arrives au moment de l'entraînement et tu n'as qu'à exécuter. Les stoïciens avaient une pratique qu'ils appelaient la premeditatio malorum, anticiper les obstacles à l'avance pour ne pas être pris par surprise quand ils arriveraient. En pratique, ça signifie, avant que le mercredi pluvieux et épuisant arrive, celui où tu n'as aucune envie de bouger, tu as déjà décidé quoi tu vas faire ce mercredi-là et comment tu vas le faire. L'obstacle était déjà anticipé, tu avais déjà une réponse, et comme c'était déjà résolu, l'excuse n'a pas l'espace pour s'installer et prospérer. Mesurer les progrès maintient la motivation, d'une façon que la plupart sous-estiment avant de l'essayer. Pas besoin d'être un scientifique du sport pour faire un suivi efficace. Un cahier où tu notes ce que tu as fait chaque semaine est plus que suffisant. Une photo par mois. Le temps que tu mets à parcourir une certaine distance. Les kilos que tu soulèves dans un exercice donné. Le nombre de fois que tu t'es entraîné dans le mois. Peu importe quelle métrique tu choisis. Ce qui compte, c'est que tu en aies une et que tu l'utilises. Parce que quand ça fait des semaines que tu t'entraînes avec constance et qu'il semble que rien ne change, quand le plateau arrive et que tu doutes si ça vaut la peine de continuer, revenir en arrière dans ce registre et voir ce que tu faisais il y a 2 mois, le comparer à ce que tu fais aujourd'hui, te redonne la vraie perspective du progrès. Et cette perspective objective, quand la motivation faiblit, est le carburant qui te maintient en mouvement. Ajuster le chemin évite des blocages et des frustrations inutiles. Un plan n'est pas une loi gravée dans le marbre qu'on doit suivre aveuglément quoi qu'il arrive. C'est un point de départ intelligent et flexible. Si quelque chose ne fonctionne pas pour toi, tu le changes. Si une semaine tu es malade ou que la vie se complique, tu ajustes sans drame et tu continues. Si tu remarques qu'un exercice te génère des douleurs ou qu'un horaire ne s'adapte pas bien à ton vrai rythme, tu le modifies sans te sentir comme un échec. Et la clé, la vraie clé de tout ce que tu as appris jusqu'ici, c'est trouver quelque chose que tu peux maintenir. Pas ce qui est le plus efficace sur le papier selon les études les plus récentes. Pas ce que fait l'influencé de la salle avec tous les abonnés et toute la musculature. Pas ce que fait le collègue de travail qui s'entraîne 2 heures par jour depuis 10 ans. Ce que toi, avec ta vraie vie, ton temps disponible, ton corps spécifique et tes préférences concrètes, tu peux faire aujourd'hui, et demain, et après-demain, et dans 1 an. Exactement ça. Parce qu'un plan médiocre exécuté avec constance et sans longues interruptions gagne toujours, un plan parfait exécuté pendant 2 semaines, brillante, puis abandonné. Le meilleur entraînement du monde est celui que tu fais vraiment. Chapitre 10. L'avantage pour toute la vie.
Tu connais ces gens qui font de l'exercice de façon régulière et consistante depuis 20, 30, 40 ans? On ne parle pas d'athlètes professionnels avec des entraîneurs et des sponsors. On parle du voisin de 60 ans qui sort marcher rapidement chaque matin, peu importe le temps. De la femme qui fait 10 ans qu'elle ne manque pas ses cours du lundi et du jeudi. Du père de famille qui, sans esbrouffe et sans en parler à personne, fait sa routine de force 3 fois par semaine depuis 15 ans. Si jamais tu leur demandes comment ils font, comment ils maintiennent cette constance pendant si longtemps, ils te diront probablement quelque chose qui peut au premier abord sembler ne pas répondre à la question « Je ne m'imagine plus sans le faire. C'est une partie de ma vie ». Cette phrase si simple explique absolument tout. L'exercice doit devenir une partie de ton identité, pas quelque chose que tu fais de temps en temps quand les circonstances le permettent. Pas un objectif temporaire que tu as pour l'été. Quelque chose que tu es. Une caractéristique permanente de qui tu es en tant que personne. Et ça peut sembler être un état qu'atteignent seulement quelques élus, comme si c'était un don de naissance ou une prédisposition génétique spéciale. Mais ce n'est pas le cas. C'est le résultat naturel et prévisible d'avoir construit l'habitude avec patience, d'avoir compris le processus en profondeur, d'avoir vécu les bénéfices pendant suffisamment de temps pour qu'ils deviennent une partie de ton expérience quotidienne. Quand l'exercice fait vraiment partie de ton identité, tu n'as plus besoin de motivation externe pour le faire. Plus besoin que quelqu'un t'encourage, que le temps soit parfait, que le miroir te dise quelque chose de spécial cette semaine, qu'une crise de santé te fasse la frayeur nécessaire pour bouger. Tu le fais parce que c'est cohérent avec qui tu es, exactement comme tu es honnête, ou généreux, ou ponctuel. Pas parce que tu décides de l'être chaque jour, parce que c'est ce que tu es. Les stoïciens parlaient de la vertu exactement de cette façon, non pas comme un acte isolé et héroïque, mais comme un état permanent du caractère qui s'exprime dans chaque action quotidienne. Pour la philosophie stoïcienne, tu n'es pas vertueux quand tu fais parfois quelque chose de bien. Tu es vertueux quand agir avec vertu est ta façon naturelle et constante d'être indépendamment des circonstances. La même logique s'applique à l'exercice. Tu n'es pas une personne active quand tu t'entraînes 1 mois par an. Tu es une personne active quand bouger fait partie de ton identité et quand c'est l'inactivité prolongée qui te semble étrange et inconfortable. Les habitudes saines génèrent des bénéfices durables qui vont bien au-delà de ce que la culture fitness raconte habituellement, parce que le monde vend l'exercice principalement comme un outil esthétique, comme un moyen d'obtenir un corps avec une apparence déterminée. Et oui, c'est un bénéfice réel et légitime, mais c'est à peine la pointe visible de l'iceberg. En dessous, il y a beaucoup plus. Une meilleure condition physique améliore toutes les sphères de ta vie de façon que tu n'avais peut-être pas reliées. L'énergie disponible pour travailler avec concentration pendant plus d'heures. La qualité du sommeil qui s'améliore de façon dramatique avec l'exercice régulier, l'humeur au quotidien qui se régule naturellement à travers les hormones et neurotransmetteurs que le mouvement libère, la capacité de concentration et de prise de décision qui s'améliore avec l'activité physique régulière. La résistance au stress chronique, l'un des grands problèmes de santé des personnes de plus de 30 ans dans le monde moderne. La santé cardiovasculaire, métabolique et hormonale à long terme, la confiance en soi qui naît du fait de tenir ses engagements envers soi-même, la relation que tu as avec ton propre corps qui change profondément quand tu en prends soin régulièrement. Tout ça s'améliore avec l'exercice régulier et tout ça se détériore sans lui, silencieusement, année après année. Cette loi peut t'accompagner pendant des décennies. Elle n'a pas de date de péremption, ni de limite d'âge. Il n'y a pas de moment dans la vie où bouger ne sert plus à rien, où l'exercice cesse d'être pertinent ou de produire des bénéfices. En fait, plus les années passent, plus les anniversaires s'accumulent, et plus cette pratique devient précieuse et irremplaçable. Parce que ce que tu gagnes en restant actif n'est pas seulement la qualité de vie dans le présent, c'est l'indépendance, l'énergie, la lucidité et le bien-être dans le futur. C'est vieillir debout, en mouvement, avec la capacité de faire ce que tu veux. Les gens qui, à 70 ans, ont une indépendance physique, de l'énergie pour profiter de leur vie, une lucidité mentale et un bien-être général, ils ne sont pas arrivés là par hasard, ni grâce à une chance génétique. Ils y sont arrivés parce qu'à 30, 40, 50 ans, ils ont pris des décisions qui semblaient petites à l'époque et qui se sont révélées énormes une fois que le temps a passé. Tu es à ce moment-là maintenant. Pas demain quand tout sera plus calme,
pas quand le stress au travail diminuera, pas quand les enfants seront plus grands et que tu auras plus de temps libre, pas quand l'hiver sera passé ou quand l'été sera arrivé. Maintenant, à ce moment précis de ta vie, avec toutes ses imperfections et ses vraies limites. Chaque semaine qui passe sans bouger est une semaine qui ne revient pas. Chaque mois est une opportunité d'avoir commencé qui n'existe plus. Je ne dis pas ça pour te culpabiliser ni te créer de l'anxiété. Je le dis parce que le meilleur âge pour commencer a toujours été avant. Et le deuxième meilleur âge, sans exception, sans débat, c'est aujourd'hui. Bouge, pas parfaitement, pas en suivant le programme le plus élaboré, ni avec le meilleur équipement du marché, ni dans la salle la plus exclusive du quartier. Bouge comme tu peux, avec ce que tu as où tu es, avec le temps dont tu disposes là, maintenant. Et fais-le demain aussi, et après-demain, et la semaine prochaine. Parce que 99% des gens ignorent cette loi, s'en détournent, la repoussent, l'excusent, la reportent à un meilleur moment, qui n'arrive jamais. Mais toi, tu n'es plus dans les 99%. Toi, tu sais maintenant ce que 99% ignorent. Celui qui prend soin de lui aujourd'hui n'a pas à se remettre demain.